Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Mystic Snake et donc je vous présente aujourd'hui ma première deck tech. Je vais essayer à partir de maintenant de faire assez régulièrement des vidéos de deck tech sur des packs et joueurs modernes, et je vais juste après essayer de faire quelques parties avec, histoire de vous montrer un petit peu les match-up et puis comment les decks fonctionnent. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le contexte. On est le lendemain du Pro Tour Born of the Gods, donc qui a eu lieu à Valence en moderne, et je vous présente aujourd'hui un deck qui m'a plutôt plu durant le tournoi. Euh, alors, je vais vous montrer directement de quoi il s'agit. Euh, c'est donc un deck qui a été piloté par le joueur hongkongais Li Shiqian, et qui a fait un record de 8 victoires, une défaite et un draw intentionnel à la dernière ronde. Donc c'est plutôt pas trop mal. Le deck s'appelle Blue Moon. Il a été vu il y a quelques années, il avait un petit peu disparu, et donc là on l'a revu sur ce Pro Tour, et il a fait top 8. Donc c'est plutôt pas mauvais. Alors on va rentrer dans le vif du sujet directement, hein. Je vais vous présenter le deck. Tout d'abord par la mana base un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on voit 8 fetchland, donc à base de bleu pour aller chercher nos îles, qui permet d'épurer un petit peu le deck assez facilement. Assez efficace je trouve, hein, dans ce deck, puisque si on regarde bien, on a 3 Steam Vents, conduits à vapeur ou cheminée à vapeur, suivant quand vous avez commencé Magic. Donc on perd assez peu de points de vie, hein, en allant chercher Seland Ravnica, et on pourra dans la plupart des cas aller chercher un terrain basique. Euh, en gros, voilà, perdre un point de vie au lieu des 3 plutôt classiques en moderne qu'on perd en cherchant nos terrains. C'est plutôt pas trop mal. Et ensuite on trouve donc une montagne et 10 îles. Alors, carrément 10 îles, c'est beaucoup, hein. On voit que le deck a 22 landes, et il y en a 11 basiques. Donc la bonne moitié, c'est plutôt très rare dans ce format-là, où on est plutôt avide de terrains double colorés, hein. Alors c'est pas les terrains double colorés qui manquent en bleu-rouge, hein. Il y en a d'autres qui existent et qui sont pas joués. Vous avez bien entendu le quatrième Steam Vents, vous avez les terrains qui filtrent du bloc Lorwyn, vous avez également les terrains aux couleurs ennemies que l'on trouve dans Innistrad. Euh, et ils sont pas joués dans ce deck, puisqu'au final le deck cherche à avoir une stabilité en termes de mana plutôt saine. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi on joue pas ces terrains-là, puisqu'en plus ils ne sont pas réellement nécessaires. Alors j'ai rangé un petit peu les cartes selon l'usage qu'on en fait dans le deck, hein. Donc tout d'abord 4 visionnées du sérum qui permettent alors de piocher une carte. Donc vous dépensez une carte pour piocher une carte, ça vous rapporte pas grand chose, hein, la carte se remplace elle-même, mais la partie intéressante c'est plutôt de faire regard 2 pour filtrer les prochaines pioches et essayer de choper rapidement les cartes qu'on veut. Euh, voilà, donc c'est une capacité qui est utile que ce soit en début ou en fin de partie. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Et en moderne, on n'a pas vraiment mieux, hein, pour un mana, donc on s'en contente pas trop mal, et c'est pas dégueulasse. Alors, ensuite on a une petite batterie de contre. Alors il y en a quelques-uns, hein, je vais vous le présenter un par un. Tout d'abord Manalik, donc on a deux fuites de mana, donc contraire à moins que l'adversaire ne paye E3. C'est un compte plutôt solide en début de partie, mais qui s'essouffle un petit peu au fur et à mesure que la partie avance. Et là, voilà, que deux. Ensuite, on a le classique du moderne, on va dire. 4 collets à sort, qui permet de contrer donc les cartes qui coûtent exactement 2. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moderne, il y a énormément de cartes qui coûtent 2. C'est un coût de mana qui est parmi les plus forts, hein, tout deck confondu, et il est plutôt rare qu'on ne trouve rien à contrer, hein. Donc les collets à sort, que vous jouez en général trouveront toujours une cible à contrer tôt ou tard dans la partie, quel que soit le deck en face. Euh,
Ensuite, on a 3 déférences. Alors déférence, c'est un petit peu particulier, hein, c'est un, alors comment dire, c'est un peu un faux contre, hein, ça, au lieu de contrer, de le mettre dans le cimetière, ça contre et ça le remet dans la main de l'adversaire. Mais en compensation, ça vous fait piocher une carte, donc grosso modo, ça retarde l'adversaire. Et c'est le genre de carte qu'on trouve plutôt rarement en fait dans les decks contrôle. On a plus l'habitude de les trouver dans des jeux qui posent des créatures rapidement et qui essayent de ralentir l'adversaire en essayant en même temps de mettre des points. Voilà, donc on trouvera plutôt des jeux dans des jeux de type Splinter Twin typiquement, hein, en moderne, mais assez rarement dans contrôle puisque retarder d'un tour, ça ne résout pas le problème. Quand on joue contrôle, et c'est pour ça que voilà, c'est un choix qui est un petit peu étrange au premier abord mais qui se justifie pas trop mal, hein, quand on regarde le build de plus près. J'y reviendrai à la fin, mais voilà, j'en dirai pas plus pour le moment. Et enfin, 2 cryptic commandes. Alors que dire de cette carte, si ce n'est que c'est un contre qui fait beaucoup de choses, hein. Voilà, donc pour 4 mana, vous choisissez 2 modes parmi 4, donc les 4 modes sont contrer un sort ciblé, piocher une carte, engager les créatures de votre adversaire et renvoyer un permanent dans la main de son propriétaire. Je peux dire assez sereinement que c'est le meilleur contre a priori qui a été sorti ces dernières années et jouable en moderne, hein. Donc on ne s'en prive pas. Alors on en joue que 2, je pense que ce chiffre peut probablement bouger dans le deck. Je pense qu'on peut en jouer plus, ça doit être possible, mais 2 c'est pas trop mal. On ne peut pas en avoir 3 en main de départ, et c'est toujours utile, donc voilà, le choix a été fait sur 2. Ensuite, les cartes donc, qui gèrent les créatures, hein, globalement, on a un package assez light, que 6 cartes qui permettent entre guillemets de gérer des créatures. Alors entre guillemets, pourquoi? Parce que alors on a 2 cartes, hein, Vapor Snag qui permet de renvoyer une créature en main. C'est une désinvocation un petit peu améliorée qui fait perdre un point de vie, mais encore une fois, hein, comme Remand, c'est un petit peu pareil, c'est le genre de carte qui fait gagner du tempo et qu'on trouve rarement dans les decks contrôle. Euh, mais voilà, ce deck le joue. Alors il faut savoir qu'on est en bicolore quand même, hein. La plupart des versions contrôle en moderne qu'on trouve jouent une 3ème couleur, le plus souvent le blanc. Et le blanc ajoute beaucoup d'anti-créatures, hein. Ça vous rajoute des hélices d'éclairs, ça vous rajoute aussi des chemins vers l'exil. Donc en général, 8 cartes anti-bêtes en plus. Et voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre quand on a seulement ces 2 couleurs bleu et rouge. Donc je suppose que c'est probablement, faute de mieux, qu'on utilise ça. Ensuite, Lightning Bolt. Alors est-ce que je dois présenter la carte, hein? Foudre, pour un mana, vous faites 3 blessures. Voilà, c'est probablement le meilleur anti-bête qui est disponible en moderne. Ça se passe un petit peu de commentaires, hein. C'est pas cher, c'est éphémère, ça permet de gérer une grosse partie des créatures que vous allez croiser. Ouais, une très bonne carte. Voilà, si vous jouez rouge, c'est difficile de concevoir de ne pas jouer cette carte là. À quelques exceptions près, bien sûr. Donc on a un package assez conséquent de sorts, hein, donc une petite vingtaine de sorts qu'on redonde avec 3 Snapcaster Mage. Snapcaster Mage qui permet en fait de donner le flashback à un éphémère ou un rituel de votre cimetière. Alors c'est une carte qu'on avait vue un tout petit peu moins ces derniers mois à cause de la dominance des jeux Jund. Qui jouaient des chamans Ritmor qui ont tendance à ruiner un petit peu les stratégies qui tournent autour de cartes autour du cimetière, et c'est vrai que ça faisait assez mal au mage. Donc pour ceux qui auraient habité dans une grotte ces dernières semaines, il faut savoir que Shaman Ritmor a été banni début février, juste avant le Pro Tour, et ma foi, je pense que le mage lance-vif a fait un très beau retour, et je pense qu'il a été présent je pense qu'il est présent au moins en 20 exemplaires dans le top 8, ou pas loin.
pas loin. Il est joué dans quasi la totalité des decks qu'on a vu en top 8, mis à part Melirapod et, et Ravageur. Donc voilà, donc bonne créature qui fait un beau retour. Euh, donc si vous en avez pas, il est peut-être le temps d'en acheter si vous voulez jouer bleu en moderne. Très belle carte. Alors ensuite on arrive probablement dans une partie qui est très particulière au deck. Euh, c'est un petit package de 6 cartes en fait qui contrôle un petit peu la mana base de votre adversaire. Alors dans un premier temps on a deux Spreading Seas, mer envahissante en français, qui permettent de transformer le terrain enchanté en île. Et donc par la même occasion de lui supprimer les capacités qu'il avait avant et de faire qu'il ne peut plus ajouter que du mana bleu. Alors pour ne rien gâcher, vous piochez également une carte quand la carte arrive en jeu. Mais il faut savoir qu'en moderne, les bases de mana sont relativement riches en couleurs et que si vous enchantez un double terrain, je sais pas, par exemple un jardin du temple ou un terrain de prédilection, euh, par ça, vous vous privez de deux couleurs et vous lui donnez à votre adversaire probablement une couleur dont il ne se servira pas. Et même s'il joue bleu, très souvent il jouera d'autres couleurs avec, donc vous le privez également de couleurs, donc c'est plutôt pas trop mal comme carte. Euh, voilà, donc c'est au centre de la stratégie du deck, en compagnie de Blood Moon en x4. Alors Blood Moon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la carte, ça permet de transformer les terrains non basiques en montagne. Euh, alors c'est plutôt une carte qu'on voit de side d'habitude. Euh, de base, euh, c'est jamais comment dire, d'une régularité extrême. Vous allez croiser des jeux qui craignent pas réellement Blood Moon, qui jouent beaucoup de rouge, ou des decks comme un Ravageur qui au final compte beaucoup sur du mana incolore, donc avec un effet assez réduit. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on joue ça de base? Alors on peut se le permettre parce que comme on l'a vu au début, on joue la moitié de nos terrains qui sont basiques au final. Et au final, la carte ne nous impacte pas tant que ça. Alors que beaucoup de decks en moderne sont impactés par cette carte-là. Euh, et je pense aussi que la carte fait un petit retour parce qu'on a, alors on revient au ban, et au déban surtout dans notre cas. Il faut savoir que la carte Nakat le Sauvage, donc, qui nous fournit une belle... attendez, je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble la carte, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Alors, Nakat le Sauvage, donc c'est cette créature-là, sachant que si vous jouez les couleurs de Naya, c'est-à-dire vert, blanc et rouge, vous allez très souvent pouvoir avoir une créature 3-3 pour un mana. Qui donne un beau boost au jeu de type zoo, comme on les appelle, avec beaucoup de créatures pas chères et qui tapent fort, mais qui ont le défaut en fait d'être très gourmands en terrain double coloré, et c'est là qu'intervient Blood Moon, qui permet de très rapidement, si ça touche la table, de paralyser le jeu et de le priver de ses sources de mana non rouges, donc privé de blanc et privé de vert, ça ne fait plus grand chose. Voilà. Alors, ces cartes-là, en fait, donc je reviens un petit peu à Remand, en fait, que j'avais évoqué tout à l'heure. C'est une carte qu'on voit plutôt rarement dans les decks contrôle, mais il faut savoir que associé à ces cartes-là, vous privez en fait déjà votre adversaire de pas mal de ses couleurs, et, et en fait, si vous faites Remand sur un sort, il est déjà probable que votre adversaire ne pourra pas le jouer dans le même tour à nouveau, même s'il a en quantité de mana suffisante, mais il n'aura probablement pas les couleurs pour le rejouer. Donc ça offre une bonne carte de tempo qui fait gagner un tour complet et vous fait piocher une carte. On a certainement vu plus mauvais pour 2 mana. Voilà. Ensuite, je continue. On a un petit package de contrôle de créatures. Assez sympathique. Alors une carte qui me fait plaisir de revoir quand même, c'est Fervedalken, qu'on avait beaucoup perdu de vue. Encore une fois à la cause de dominance de Jund, qui joue des Abrupt Decay de base, qui ont une fâcheuse tendance à détruire les Fervedalken.
Euh, et ben comme on a eu un bannissement de Deathrite Shaman, il est probable qu'on voit beaucoup moins le deck et beaucoup moins d'Abrupt Decay. Donc Lichitian, le joueur donc, qui a piloté ce deck, s'est aventuré à rejouer cette carte x2 qui permet en fait, quand vous l'engagez et payez 2, de contrôler une créature qui a une force inférieure ou égale au nombre d'îles que vous avez en jeu. Euh, donc c'est plutôt pas trop mal, hein. Tant que ça reste engagé, vous gardez la créature. C'est un outil très fort de contrôle, hein, qui a fait des ravages à l'époque en standard. Et, euh, et voilà, donc si ça reste sur table, les jeux à créatures ont extrêmement beaucoup de mal à passer au-delà de cette carte-là qui est très forte. Et alors l'autre carte, c'est plus une carte qu'on voit de side d'habitude, encore une fois, hein, c'est un peu comme Blood Moon. Alors là, je pense que c'est plus un choix de metagame, comme on dit, hein. On s'attend à trouver des decks en face et du coup, on fait des choix dans nos decks qui seraient pas forcément pertinents dans d'autres contextes. Alors ici, donc pour 3, hein, on prend le contrôle d'une créature qui coûte 2 ou moins. Alors j'ai dit tout à l'heure, hein, le coût de 2 mana en moderne est assez critique, entre guillemets. Euh, Ça permet en fait de prendre une grosse majorité des créatures dans le format, hein. Alors pour citer les plus célèbres, Tarmogoyf, hein, Tarmogoyf qui coûte 2 mana, Dark Confident qui coûte 2 mana, Jeune Pyromancien qui coûte 2 mana, quoi d'autre, bah, un Mage Lance-Vif, hein, qui coûte 2 mana aussi. Enfin, beaucoup de créatures. Et surtout, je pense que, en tout cas pour ce tournoi-là, l'enchantement a été mis pour lutter contre les decks de type Zoo, bah, qui ont une courbe de mana assez basse, hein, avec beaucoup de créatures 1 et 2 mana. Euh, voilà, je pense que l'explication elle est là. Si on bouge un petit peu de format et que Zoo n'est pas si représenté, ce qui m'étonnerait quand même, hein, puisque le deck est plutôt très fort actuellement, euh, on peut concevoir de les laisser peut-être de side, mais voilà, de base actuellement ça me choque pas vraiment et encore une fois ça trouvera toujours preneur en partie. Alors on va arriver à la partie des kills du deck, hein, puisque alors ne perdons pas le nord à Magic, il faut également gagner la partie à la fin, donc il faut trouver des moyens de tuer votre adversaire. Alors la première carte qu'on va passer en revue, c'est Master of Waves, Maître des Vagues. C'est une carte qu'on voit, alors pas spécialement moderne en général, mais qu'on a vu beaucoup en T2, hein, récemment. Alors pour ceux qui jouent un petit peu plus standard, Maître des Vagues fait partie du deck qui a gagné le Pro Tour standard Teros. Et qui s'est placé de manière formidable dans beaucoup de tournois, dont ce Pro Tour là. Donc voilà, la qualité n'est pas à débattre dans l'absolu, mais en moderne, on le voit assez rarement, hein. On le voit en x2 en général dans les decks ondins, puisque effectivement il a la bonne qualité d'être ondin. Alors, qu'est-ce que fait cette charmante bête? C'est une 2-1 pour 4 qui a la protection contre le rouge, ce qui est pas mauvais, hein, puisque Lightning Bolt est probablement l'anti-bet le plus joué du format. Euh, voilà, donc ça résiste à ça, ça résistait à Abrupt Decay. Je sais pas si la carte sera extrêmement jouée ou pas, mais ce qui fait que voilà, dans un environnement avec plein de Jund, la carte était plutôt très pertinente, hein. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'elle fait? J'y reviens. C'est une créature qui va poser des jetons élémentaux ou élémentaux, je sais pas exactement comment on dit, hein. Vous me direz. Je suis pas sûr de la grammaire à ce sujet. Voilà, donc il va poser des jetons en fonction du nombre de mana bleu que vous avez dans les coups des permanents que vous possédez. Donc la mécanique qui a été remise au goût du jour par Teros, hein, la dévotion. Donc plus vous avez de dévotion au bleu, et plus vous allez mettre de jetons élémentaux. Alors quand on regarde le deck, ça va assez vite, on n'a pas tant de permanents que ça quand même, hein. On a nos mages lance-vifs, on a nos mers envahissantes, on a nos fils d'infidélité, et on a nos Master of Waves. Euh,
alors en pratique, j'ai joué le deck un petit peu. En pratique, quand ça arrive sur le terrain, ça met entre 1 et 2 jetons. Hein, c'est pas foufou. Euh, Là, j'ai plus de mal à expliquer la raison de l'inclusion dans le deck. Est-ce qu'il y avait mieux à faire? Probablement, probablement. Je pense qu'on peut au moins en sortir un pour ajouter un cryptic commande. Hein. C'est, je pense pas que le deck y perde beaucoup, mais alors j'ai malheureusement pas eu l'occasion de demander aux joueurs bah, pourquoi il avait fait ce choix-là. Mais voilà, c'est un choix qui est plutôt curieux parce que la carte ne paraît pas exceptionnelle. Euh, c'est Ça peut être rapide, ça peut être lent, c'est assez situationnel et des fois la carte fera un gros rien dans certains match-up. Donc voilà, je suis assez dubitatif, mais euh, mais voilà, bah, je suis pas joueur de Pro Tour, donc le joueur avait probablement ses raisons. On va le dire comme ça. Ensuite, la prochaine carte, alors où j'ai un petit peu moins de doute quand même, on verra, hein, c'est Batterskull. Donc pour 5 vous avez un équipement en fait qui a arme vivante. Arme vivante, c'est une capacité déclenchée. Quand alors est-ce que c'est une capacité déclenchée? Je ne sais pas, c'est peut-être pas déclenché. Si, c'est une capacité déclenchée. Donc quand l'équipement arrive en jeu, on met une créature 0-0 germe noir en jeu et on l'équipe avec cet équipement là. Donc ce qui fait que bah voilà, pour 5 vous avez directement une créature 4-4 qui a vigilance et lien de vie. Alors pour rien gâcher, c'est un équipement qui se remonte en main et que vous pouvez rejouer. Donc c'est un kill récursif, hein, c'est l'outil assez classique des decks contrôle, hein, un kill assez solide. Euh, donc voilà, donc pas grand chose à dire, c'est une très très bonne carte qu'on voit de plus en plus dans les sides. Beaucoup de decks de type fée, de type twin, de type des fois de type vert, noir, midrange jouent des Batterskull de side pour shifter un petit peu de stratégie après le side pour avoir un peu plus de chance contre certains decks. Donc voilà, donc très bonne carte qui a deux beaux jours devant elle. Donc bah voilà, j'ai passé le main deck en revue, hein, on va dire. Donc stratégie bah, contrôle. Hein. On tient, on pose nos Blood Moon, on espère que ça paralyse notre adversaire assez, et là bah, on pioche un kill et on le tue petit à petit. Voilà, il n'y a pas de kill surprise, il n'y a pas de combo fantastique. Euh, c'est un deck contrôle entre guillemets qui gagne dans la souffrance. Hein. Il n'y a pas de partie facile, je pense, avec ce deck-là. Euh, voilà, donc quelques cartes de tempo pour tenir en début de partie, et puis un kill tranquille à la fin pour terminer. Alors, on va passer au side maintenant. Alors là aussi, hein, alors le side c'est celui du Pro Tour. Ça peut peut-être changer hein, selon l'environnement dans lequel vous évoluez. Mais globalement, je pense qu'il représente assez les decks qu'on va retrouver le plus dans le format à partir de maintenant. Donc c'est plutôt une bonne référence. Alors pour commencer, 3 Anger of the Gods, qui a été probablement une des cartes de side les plus importantes de ce tournoi-là. Pourquoi? Parce que alors ça fait 3 blessures pardon, aux créatures et les empêche de passer par le cimetière en les exilant directement si elles devaient mourir. Alors dans un premier temps ça fait 3 blessures. Hein. Alors 3 blessures c'est assez critique dans la plupart des cas. C'est une limite qu'on va dire qui tue voilà, donc avec 3 blessures vous tuez je pense un bon 70% des créatures qui traînent dans le format, c'est plutôt solide. Euh, et donc en plus avec le retour de Zoo qui a énormément de créatures à bas coût et qui ont bah, au plus 3 d'endurance, et quand on y regarde bien il y a beaucoup de créatures qui ont 3 d'endurance justement. Donc, donc voilà, donc ça gère beaucoup de créatures à bas coût. Hein. Et en plus, c'est une très bonne carte contre les decks de type pod, donc qui est également
un deck très très fort du format, puisque le deck joue des créatures avec persistance de type Kitchen Finks et Murderous Redcap, et, les tuer avec Anger of the Gods empêche ces créatures de revenir sur le champ de bataille et d'activer leur persistance. Déclencher, on va dire plutôt, si on prend les termes exacts. Ensuite, Combust. Combust, alors un Combust qui fait que vous infligez 5 blessures à une créature blanche ou bleue ciblée, sachant que le sort ne peut pas être contrecarré. Alors tout simplement, c'est une carte qui est très forte contre le deck qu'on a trouvé en masse, hein, dans le top 8. On a trouvé 3 decks de type Splinter Twin dans notre top 8, une version tempo rouge, rouge-bleu tout simplement, une version avec un splash vert et une version avec du splash blanc, hein. Donc splash vert plus pour Tarmogoyf et puis Scavenging Ooze, et un splash blanc qui permet d'être un peu plus contrôle avec un peu plus d'anti-bet, hein, de type Helix ou de type Pass to Exile, et qui permet en plus de jouer des anges de la restauration. Voilà, alors pourquoi Combust, hein, alors ça a la bonne idée de tuer toutes les créatures à combo de ces jeux Splinter Twin. Voilà, donc très bonne carte de side contre ces jeux là, sachant que ces decks jouent souvent en side des morgue sorts qui permettent de rediriger donc les cibles des sorts de votre adversaire. Et il faut savoir que comme morgue sort est un artefact, il ne peut pas rediriger Combust sur lui, contrairement à d'autres anti-bêtes, hein, typiquement. Vous essayez de tuer une créature à combo et l'adversaire le redirige sur le morgue sort, et avec Combust il ne peut pas, et ça tue la créature à coup sûr. Donc voilà, bonne carte. Alors après je vais peut-être commenter Flame Slash en premier. Flame Slash, c'est quoi? Ça inflige tout simplement 4 blessures en rituel à une créature. Alors je l'ai dit tout à l'heure, 4 c'est un chiffre, 3 c'est un chiffre critique dans le format, et du coup certains decks jouent des cartes à 4 d'endurance pour être très résilients aux anti-bêtes les plus communs, hein. Alors pour citer les créatures à 4 d'endurance, on va retrouver nos Batterskull qui ont 4 d'endurance, on va trouver Linvala, gardienne du silence, on va trouver des exarques fourbes, on va trouver des anges de la restauration. Donc voilà, quelques créatures qui sont difficiles à tuer pour des foudres, et donc des fois c'est pas de refus de mettre un Flame Slash en plus. Voilà, ça fait globalement un anti-bet en plus, et ça peut se débarrasser de certaines créatures pénibles, on va dire. Alors ensuite on a deux contres en plus qui viendront renforcer nos matchs contre des decks plutôt contrôle ou combo, sachant que Counterflux a la très bonne idée de ne pas être contrable. Donc voilà, ça fait gagner les batailles de contre assez facilement. Alors vous pouvez le lancer pour un coup de surcharge à 4, et il pourra élégamment contrer tous les sorts que vous ne contrôlez pas. Donc de manière marginale, ça pourra contrer tous les sorts avec le déluge que votre adversaire pourrait jouer. Voilà. Donc c'est plutôt anecdotique, mais les jeux Storm sont probablement sur le retour, donc ça paraît raisonnable de penser que vous arriverez à utiliser Overload de temps en temps. Ensuite, on a deux Spreading Seas pour compléter les deux qu'on a déjà de base. Alors toujours pareil, hein, dans des match-ups qui sont, on va dire, plutôt lents, vous serez plutôt content de piocher cette carte pour priver votre adversaire des couleurs qu'il veut. C'est aussi utile contre les match-ups de type Tron, hein, qui cherche à rassembler son set d'Urzatron et des terrains d'Urza, et voilà, en enchantant ces terrains là vous le retardez énormément, et vous pouvez vous développer en attendant de trouver une Blood Moon ou de trouver des solutions au sort qu'il va lancer. Voilà, donc c'est une carte qu'on rentre plutôt dans les match-ups plutôt lents, hein. La carte en elle-même ne fait pas grand chose,
mais ça sert dès que vous allez vous lancer dans des batailles qui durent un petit peu. Ensuite, une créature qu'on voyait plus trop souvent, Teferi, mage du Zhalfir. Pour 5 mana, c'est une créature avec le flash, donc qui donne le flash à toutes les créatures que vous avez dans votre main, dans votre deck, dans votre cimetière, partout. Alors ça c'est une petite partie marginale, hein, puisque dans le deck on a déjà beaucoup de créatures qui ont majoritairement le flash, donc assez peu d'intérêt. Par contre, la carte fait aussi que vos adversaires ne peuvent pas jouer des sorts à un autre moment que les moments où ils pourraient jouer un rituel. Donc concrètement, en cas pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre adversaire est privé de contre-sorts, que votre adversaire est privé de jouer des sorts pendant votre tour. Ça veut aussi dire, alors ça c'est peut-être un point de règle un peu plus technique, mais que votre adversaire ne peut pas cascader des sorts, hein. Donc les sorts avec cascade en fait ne peuvent pas lancer les sorts cascadés. Voilà, tout simplement, c'est un petit point de règle un petit peu plus avancé, mais voilà. Donc c'est quelque chose qui est à savoir aussi, puisqu'on trouve un jeu Living End dans le format. Donc voilà, donc il faut savoir ce petit point de règle. Ensuite, le passage obligatoire des anti-artefacts, hein. Je pense que chaque deck raisonnable du format pack des anti-artefacts contre les jeux ravageurs ou robots. Ça dépend comment on veut l'appeler. Mais voilà, hein, c'est un deck qui est très très fort sur la partie 1. Il a de fortes chances de gagner la première partie contre beaucoup de decks. Et il compte... et son match-up en général est bien moins favorable après side. Parce que tout le monde en fait a quelques cartes qui sont très très ciblées et qui urinent énormément la stratégie des decks qui sont entièrement artefacts. Donc alors, il faut savoir que dans le format, on a en mono rouge 2 cartes principalement pour lutter contre les stratégies artefacts. On va avoir Vandal Blast, donc c'est la carte qu'on a ici, hein, qui permet de détruire un artefact qu'on ne contrôle pas et qui a un coup de surcharge de 5 pour détruire tous les artefacts qu'on ne contrôle pas. Donc ça c'est une première version qui est assez flexible, hein, donc que vous pouvez lancer pour 2 coups différents. Et l'autre c'est Shatterstorm, tempête fracassante, qui permet de détruire tous les artefacts sans distinction et qui les empêche de régénérer. Alors ici le choix est assez facile, hein, puisqu'on joue nous-mêmes des artefacts, on joue 2 Fairway d'Alcan et on joue 2 Batterskull. Donc on a probablement pas très envie de détruire nos propres cartes, mais le choix peut se poser dans les autres decks, hein. Shatterstorm coûte 2 rouges, Vandal Blast coûte 1 rouge mais coûte un mana de plus. Mais Shatterstorm empêche de régénérer, enfin voilà. Il y a du pour et du contre dans les deux, et je pense que le choix se fera beaucoup sur la qualité de la mana base que vous avez. Voilà, ça servira très très souvent de critères de départage entre les deux cartes. Et enfin, on a 3 créatures de side, des clics Vendilion. 3-1 vol pour 3-1 qui permet de regarder la main de votre adversaire en flash, et qui permet, si vous voulez, en fait de jeter une carte qu'il a dans sa main en dessous de son deck et lui permettre de repiocher une carte à la place. Vous pouvez également le faire sur vous-même si vous avez des cartes qui sont inutiles, mais la plupart des cas c'est que vous prendrez information de la main de votre adversaire, ce qui est, je le rappelle, une information très très importante, surtout quand on joue contrôle ou contre des decks contrôle. Voilà, savoir à quoi s'attendre, savoir contre quoi on joue, c'est plutôt très très important. Et voilà, donc ça vous donne des kills supplémentaires, ça vous donne un petit peu de gestion entre guillemets supplémentaire. Ça a le flash, c'est une bonne bête, ça tape assez fort, hein, ça va vite, hein, ça cogne quand même à 3. Donc voilà, donc c'est une carte que vous rentrerez plutôt dans les match-up contrôle et combo, je pense. Donc voilà, la première deck tech donc, pour ce jeu Blue Moon, qui a fait bonne impression au Pro Tour, et je vous retrouve tout de suite pour quelques matchs.